Bonjour à tous et bienvenue. Pour démarrer cette année de manière plus enjouée que les dernières vidéos remplies de micmac et d'arrangements, et également faire une vidéo plus agreste que ma coupe de cheveux réalisée le lendemain de Noël chez un coiffeur low cost malagueño, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle, j'ai choisi de compiler quelques histoires footballistiques me donnant des motifs d'espoir pour 2020. Donc on va surtout parler terrain, ça changera. Et on va tout de suite démarrer en Écosse, aux Rangers, avec Steven Gerrard, qui a récemment en plus prolongé son contrat. Alors il était en charge des moins 18 à Liverpool, jusqu'à une offre des Light Blues qui désiraient de nouveau titiller le Celtic, après quelques années au purgatoire. On se rappelle que les Rangers ont été rétrogradés en 4ème division, ils sont réapparus plus ou moins sous un autre nom de compagnie, ensuite la remontée de toutes les divisions, avec 2 années en 2ème division, et puis le retour en Premiership, le retour en Coupe d'Europe, qui au début a été très compliqué puisque sorti par un club luxembourgeois. Steven Gerrard est donc arrivé en 2018, sa première année était je pense plutôt bonne vu l'effectif qu'il avait. Les Rangers ont atteint la phase de groupe en Europa League, ce qui était vraiment pas facile, surtout qu'il y avait des déplacements en Russie, c'est jamais facile en match à élimination directe. En championnat il termine 2ème, en coupe c'était assez décevant, et cette année avait été marquée par un nombre de cartons rouges anormalement haut pour un attaquant, c'est-à-dire 5, concernant le buteur colombien Alfredo Morelos, recruté une année auparavant à Helsinki au montant de 1 million d'euros. Alors cet été d'ailleurs, il y avait pas mal de clubs qui regardaient quand même Morelos, qui avait marqué à peu près 30 pions quand même l'an passé, qui a beaucoup de talent, qui est devenu international colombien, mais certains disaient qu'il a peut-être quelques kilos en trop, qu'il perd un peu ses nerfs, etc. Ce qui fait qu'il pouvait partir cet été, on va dire, moyennant 15 patates à peu près, 15-20. Il y avait des clubs français qui étaient dessus, Nice, on l'a proposé à Lyon, Marseille le regardait, mais à chaque fois il y avait un problème, c'est comme en Finlande, on proposait mais il y avait un problème. Et bien cette année, Steven Gerrard a fait un gros travail sur Morelos, qui est déjà, je crois, à 28 buts. Les Rangers viennent d'ailleurs de gagner le Old Firm, enfin, avec une réaction vraiment de joie incroyable de Gerrard et de son staff, McAllister et tous les autres. Et donc, ils sont à égalité quasiment avec le Celtic, je crois qu'il y a 2 points d'écart, j'ai pas regardé le classement. Mais surtout, les Rangers sont sortis de la phase de groupe d'Europa League, sachant qu'ils ont démarré en premier tour qualificatif, donc ils ont passé tous les tours qualificatifs, dont le dernier face au Legia Varsovie, certes un peu moins saignant sur la scène européenne ces derniers temps, mais quand même fallait gagner. Ils sortent de la poule d'Europa League 2ème, alors qu'ils auraient dû terminer premier, mais ils ont pris un but lors du dernier match, dans les dernières minutes. Et d'ailleurs, c'était pour la petite anecdote, Morelos, le Colombien, est sorti de dépit tout de suite. Il n'a même pas salué le public, tellement il était dégoûté de ne pas terminer premier. Parce que cette culture de la gagne-là, Steven Gerrard l'a inculqué à son groupe, mais pas que. Et donc aujourd'hui, ils sont en lutte justement pour titiller vraiment le Celtic. On l'a vu d'ailleurs en finale de la Coupe de la Ligue écossaise où les Rangers ont été largement meilleurs. Et c'est un miracle que les Boys aient pu remporter le trophée. Et donc cette année, en course pour le championnat, on sort des poules d'Europa League. C'est absolument incroyable. Et ça fait, ça donne l'impression de revivre il y a 15 ans en arrière, un peu plus, cette époque d'Archeville, Barry Ferguson, Kevin Thompson, Nacho Novo, Alan Hutton, Kirk Broadfoot, David Weir. Les Rangers qui ont terminé, rappelez-vous, en finale d'Europa League, perdu face au Zénith. Ça rappelle cette époque-là, mais avec une grosse différence, c'est que cette année, les Rangers, ils jouent également au foot. Et oui, parce qu'ils sont pas emmerdés avec le ballon. Vous avez Scott Arfield et Steven Davis, des vétérans qui font la paire au milieu de terrain, même si Arfield peut jouer aussi sur les ailes. Vous avez Ryan Kent qui arrive de Liverpool, qui est toujours bon en théorie dans les gros matchs. Vous avez Morelos qui a aujourd'hui quand même s'il est toujours capable de péter un peu les plombs, etc., il s'est beaucoup calmé. On parle notamment de sa relation avec Gerrard, qui lui a toujours donné cette confiance-là. Et devant le but, on peut dire ce qu'on veut, 14 buts marqués lors de la compétition en Europa League, c'est le meilleur buteur pour le moment de cette 2ème compétition européenne. Vous avez Tavernier, le capitaine, l'homme aux 60 matchs quasiment par saison, qui l'an passé tirait les corners, les coups francs, les pénaltys. Il a mis 17 ou 19 buts, j'ai un doute l'an passé, avec une quinzaine de passes cibles. Cette année, il a raté quelques pénaltys, il a eu vraiment des moments compliqués. À Young Boys, il perd une balle, ça coûte la victoire aux Rangers. Et il y en a certains qui disaient faut le dégager, faut le dégager. Gerrard lui a maintenu sa confiance, le management de Gerrard, et aujourd'hui Tavernier a retrouvé son niveau, sachant que l'an passé les Rangers attaquaient énormément à droite à cause de Captain Tav. Maintenant, ils arrivent à varier sur les flancs avec le Croate Barisic qui fait un très très bon boulot, grand centreur, etc. Donc aujourd'hui, les Rangers sont une homogénéité, surtout une régularité qu'ils n'avaient absolument pas avant de Gerrard. C'est-à-dire que c'est cohérent à chaque match. Tu peux même changer des joueurs, c'est cohérent. Tu as le petit Glenn Kamara qui sont allés chercher à Dundee pour 30 000 pounds, excusez-moi. Aujourd'hui, il vaut plusieurs millions. Donc tu as également la cellule de recrutement qui a bien fonctionné ces dernières années, des bons coups réalisés. Et là, maintenant, c'est super pour le foot écossais qu'il y a 2 équipes qui sont sorties des phases de poule de Ligue des Champions, avec également le Celtic. Notons que Gerrard, en plus de ses qualités de management humain, c'est surtout la manière dont il a préparé physiquement son équipe. Ça a été la première chose qu'il a fait en venant aux Rangers. C'est l'un des défauts du foot écossais, c'est le manque d'exigence physique. Bah, je peux vous dire, j'habite en Écosse, on peut avoir des amis qui jouent là-bas, c'est folklorique. Et ben c'est pas uniquement du nutritionniste, c'est que maintenant vous avez un performeur spécial qu'il a récupéré de Liverpool, il y a son staff élargi, etc. Il a même fait dans le centre d'entraînement qui est magnifique, attention, ça a ouvert au début des années 2000, c'est dans les tout meilleurs d'Europe. Et ben il l'a remodelé pour avoir également un espace de vie afin que les joueurs passent plus de temps et tout. Donc la méthode Gerrard, c'est ça.
C'est du management humain, créer un esprit de groupe qu'on voit d'ailleurs qui s'est développé dans tous ces déplacements compliqués en Coupe d'Europe, parce qu'il fallait y aller, hein, c'était pas évident à chaque fois. Et dans le même temps, une préparation physique absolue, ce qui permet aux Rangers de beaucoup plus presser, et ensuite d'être un peu moins sous pression avec la balle, parce que tu respires mieux, donc forcément ton rythme cardiaque est un peu moins haut, tu as plus de lucidité. La méthode Gerrard, pour le moment Rangers, c'est un grand succès. Passons à Madrid désormais, avec l'émergence du milieu de terrain uruguayen Federico Valverde. Alors déjà, lors de la Copa América l'été dernier, il avait gagné sa place de titulaire suite à un petit souci physique concernant le milieu d'Arsenal Lucas Torreira, et Oscar Tabarez l'avait aligné en duo avec le milieu de la Juve, Betancourt. Alors c'est vrai que Betancourt, c'est parfois un peu nonchalant, techniquement il a sans doute plus de facilité naturelle que le gamin de Peñarol, mais les deux, ça allait très très bien, et ça a même, je dirais, donné envie à Betancourt d'aller peut-être un peu plus au mastic. Et donc avec ce nouveau visage de la Céleste qui d'ailleurs montre l'émergence d'une génération uruguayenne beaucoup plus technique que la précédente, même si les amoureux, on va dire, de la nostalgie de Lugano et surtout du milieu de terrain Diego Pérez Arévalo Rios pourront enrager, Valverde, c'est un symbole également du nouveau Real Madrid de Zidane. Et oui, rappelez-vous l'été dernier, on cherchait un milieu à tout prix, Zidane voulait faire Paul Pogba voulait venir, finalement il y a eu des soucis, je vous l'avais expliqué en long, en large, en travers cet été. D'ailleurs, pourquoi pas faire un remake cet hiver, mais Florentino Pérez est toujours catégorique à ce niveau-là. Et donc, devant un trio Kroos, Modric et Casemiro qui n'était plus aussi dominant que par le passé, il y avait besoin de jambes un peu neuves qui courent, et c'est Valverde qui s'est imposé. Et c'est un exemple pour tout le monde, parce que comme je vous le dis, il a fait partie de ces recrues post-formation du Real Madrid cherchées aux quatre coins du globe. Lui, c'était à Peñarol, donc l'un des deux géants du football uruguayen. Il s'est formé donc une année en réserve au Real, à la Castilla. Ensuite, il a été prêté à la Corogne et l'an passé, il a intégré la rotation de Zinedine Zidane. Avant de s'imposer, je pense, pleinement pour le moment, puisqu'il arrive à être complémentaire de tous les autres profils. Déjà, ça a une valeur d'espace incroyable sans ballon. C'est-à-dire, quand vous ne l'avez pas, il est capable de presser tellement haut et d'harceler les adversaires, parce que c'est pas non seulement qu'il presse, c'est qu'un, il presse intelligemment, et deux, avec une intensité de malade. C'est pas un mec non plus qui est un faucheur qui va mettre que des tampons, non, non. C'est quelqu'un qui essaie quand même de jouer propre à haute intensité. Et quand vous n'avez pas la balle, il est toujours disponible et il est capable de faire ses courses dans la profondeur justement pour libérer des espaces pour les autres. Et surtout Valverde, il se contente de faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'improviser avec des râteaux, des roulettes, etc. Techniquement, il est plutôt propre, il donne sa balle très vite, il n'hésite pas à jouer vers l'avant, et même à être en position de frappe, je vous dis, de par sa générosité et sa lecture de jeu dans les espaces, il arrive également à être à la conclusion de certains centres et à mettre de la présence, ce qui fait que Benzema n'est pas tout seul des fois dans la surface. Alors forcément, c'est un exemple pour beaucoup, parce que lui, c'est deux choses. C'est l'humilité d'une part, et de l'autre côté, c'est le travail. Et quand je vois ça, je me dis que ça devrait être l'exemple pour tous les jeunes autres footballeurs. Voyageons en Suisse désormais, et aux Servette plus particulièrement. Alors champion l'an passé de Challenge League, la deuxième division helvétique, les Grenats font plutôt bonne figure dans l'élite, puisqu'ils sont 5e, et à moins d'un cataclysme, vont se maintenir tranquillement vu les difficultés de Neuchâtel Xamax, comme l'an passé d'ailleurs, Thun, et l'irrégularité et l'incertitude entourant Sion et Lucerne. Et à la base de tout ça, il y a quand même un homme, Gérard Bonneau, dont je vous ai d'ailleurs parlé dans la dernière vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors pendant quasiment 30 ans, ça a été l'un des pontes du recrutement en France, ça dépassait même le cadre de l'Olympique Lyonnais, particulièrement sur la préformation. Et il a eu cette offre pour diriger la cellule de recrutement et donc tout le recrutement de l'équipe professionnelle à Servette. Et vu la proximité géographique et tout le reste, ça convenait toutes les parties. D'ailleurs, il est parti en bon terme de l'Olympique Lyonnais. On peut quand même se poser la question de pourquoi aucun autre club français n'a essayé de se mettre dessus. Peut-être qu'ils ont essayé à l'époque en tout cas. Mais le fait est qu'il est allé en D2 Suisse, qui n'est pas le championnat le plus sexy du monde. Croyez-moi, avec sa trêve de 3 mois, les déplacements à Vologne, la Suisse alémanique en D2, elle est très folklorique. Et encore, elle nous rappelle l'ancienne LNB quand elle était à 16 clubs, donc la deuxième division suisse, avec Delémont, parfois la Chaux-de-Fonds, Yverdon et tant d'autres choses. Mais je m'égare un petit peu, c'est juste que le football suisse, j'aime énormément. Bref, Servette, donc, qui était en D2, qui est remonté assez facilement avec d'excellentes recrues. On peut citer notamment Timothée Cogna, milieu de terrain prêté par l'Olympique Lyonnais, justement, et puis qui a signé définitivement à Servette. Et il y a plein d'autres personnes. Quand on va chercher les bonnes affaires de Challenge League, on peut penser à Tazar, qui était l'Allemand qui jouait à Haro. Et quand on fait revenir certains anciens, qu'on prend un Vincent Sasso également, qui est quand même un grand nom pour un peu stabiliser la défense, qui a déjà quelques grognards, on peut penser à Sautier, on peut penser à des mecs qui étaient d'ailleurs à Lyon avant, comme Jérémy Frick, fait quelques années qu'il était au Servette. Bref, il y a un alliage très intéressant, même s'il manque peut-être un vrai buteur, parce que Koné n'a pas réussi à rééditer la forme qu'il avait en Challenge League. Koné, c'est quelqu'un justement qui sont allés chercher en National, à Boulogne-sur-Mer, si je dis pas de bêtises, qui a mis 11 ou 12 buts. J'ai un doute en Challenge League. Alors cette année, il a un peu de mal. Je crois qu'il est à 1 ou 2 buts en Super League. Mais néanmoins, c'est un véritable projet et c'est sain. Parce que Gérard Bonneau, déjà, c'est humble. Et c'est une personne qui travaille dans le foot parce qu'il aime ça avant tout. Et ça paraît bizarre ce que je vais dire. Mais la plupart des gens qui sont dans le foot, ils sont là pour l'argent, pour le pouvoir, même pour du sexe, pour ce que vous voulez. Mais
rapidement, en fait, le foot commence à les gangréner et ils ne restent pas dans le foot pour le beautiful game. Bono, c'est l'inverse, et j'espère que cet exemple-là pourra inspirer d'autres présidents, surtout en Suisse, quand tu vois la gestion folklorique de certains clubs, particulièrement en deuxième division. Changeons de continent si vous le voulez bien, direction Haïti. Alors c'est un sujet que j'aborderai en long, en large et en travers bientôt. En attendant, vous pouvez suivre David Richard, le Mélifoot, pour ceux que ça intéresse. Mais je voulais revenir sur cette demi-finale de Gold Cup, perdue malheureusement face au Mexique 1-0 sur un penalty dont on pourrait reparler. Et quand même le Mexique donc, qui va remporter cette compétition. Et globalement, personne n'attendait Haïti à cette fête-là, vu les déboires que peut connaître la sélection. C'est un peu comme l'Irak au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a plein d'espoir parce qu'on voit le talent qu'il y a dans l'île et également autour de sa diaspora. Mais la corruption endémique, le manque d'infrastructures, les problèmes parfois politiques, l'organisation toujours folklorique font que Haïti a tendance à se planter. Rendez-vous compte, comment les Grenadiers peuvent avoir une seule participation mondiale? On se rappelle, c'est en 1974. Et là, avec une génération qui commence un peu à changer, c'est-à-dire que vous avez encore les grognards, Johnny Placide, Donald Guerrier, latéral qui peut arpenter tout le couloir et marquer quelques buts, il est en Azerbaïdjan. Il y en a d'autres évidemment comme ça, et bien ils sont rejoints par de plus jeunes, de la diaspora ou non. Et d'ailleurs on remarque que vous avez plein de joueurs de Haïti dans les divisions en MLS, parfois même en deuxième division américaine, parfois sur le continent sud-américain, en Belgique, un peu de partout. Ça. Et encore, on ne fait pas appel à toute la diaspora. Rendez-vous compte si le projet serait un peu plus sérieux et que l'organisation se professionnaliserait. Peut-être qu'un jour, Jean-Kévin Augustin ou Presnel Kimpembe, ils feront le choix de représenter l'une de leurs origines. Et ça, c'est un peu ce message d'espoir-là, parce que cette demi-finale, elle a réveillé l'appétit pour le foot, que ce soit dans l'île et surtout de la diaspora. Alors évidemment, il y a toujours plein de problèmes, mais ça montre également, cette Gold Cup, que certains joueurs qui restent dans l'île, comme Steven Saba par exemple, le milieu de terrain, ont du talent et il ne faut pas sous-estimer. Mais le problème, c'est vrai qu'il y a une corruption endémique, il y a plein ce que vous voulez. Mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour les joueurs, pour Marc Colla, l'entraîneur, et pour tant d'autres personnes. Haïti, c'est une terre de foot, et ce serait bien que cette participation mondiale 74, elle ne soit pas éphémère. La qualification justement dans la zone CONCACAF va bientôt commencer, et vu les adversaires aux prises d'Haïti, cette fois-ci, j'ai presque envie de dire qu'il y aura plus d'excuses entre le punch de Duquesne Snazon devant, l'expérience, comme je dis, de Placide, Donald Guerrier, et tous ces jeunes qui arrivent. Cette fois-ci, Haïti, c'est peut-être le bon moment. Place à l'Afrique et plus particulièrement l'Algérie. Alors je ne vais pas vous reparler de cette sélection victorieuse lors de la dernière CAN, cette sélection savamment ciselée par Jamel Belmadi avec ses grognards, Guédura, Ben Lamri et Bounedja qui ont encadré à merveille les virtuoses Belaïli ou Mahrez. Non, je vais vous parler de la crédibilité du joueur algérien sur le marché des transferts. Et c'est une bonne chose parce que c'est une terre de foot incroyable, avec des clubs formateurs. On pense à la JSK, on pense à Sétif, on pense à Hussein Dey et évidemment au Paradou. En fait, le Paradou, ça a créé un avant et un après. C'est-à-dire avoir un club qui mise énormément sur la formation, et même si tout n'est pas parfait, attention avec l'influence de l'ancien président de la Fédé, la prépondérance des agents de la Grinta, même si j'ai envie de dire que quand même globalement ils font le boulot, faut pas non plus le nier, et que tu vois les réussites de Attal, même si j'ai quand même un peu peur vis-à-vis de l'hygiène de vie, ça c'est un gros problème d'ailleurs pas mal de joueurs algériens, de Ben Sibani, de El Melali qui commence à marquer à Angers, de Boudaoui qui est arrivé à Nice, quand tu vois qu'aujourd'hui la valeur du joueur tunisien local, elle a complètement diminué, perdu de valeur dans les yeux des recruteurs, avec l'exemple par exemple de Bassem Srarfi, merveille du club africain, qui a quand même des grandes difficultés à Nice, et qu'aujourd'hui la valeur du joueur marocain est aussi globalement hausse, et bien celle du joueur algérien, elle a mais décuplé comme pas possible. On disait que certains étaient ingérables, ils avaient du caractère et tout. Belmadi a montré très clairement que l'esprit de groupe, c'était aussi une donnée algérienne, et qu'il n'y a absolument pas de souci. Certes, t'as des mecs caractériels, mais moi je vois que, rendez-vous compte, Yassine Brahimi avec son statut, il a rien dit, il jouait pas. Il a jamais... Slimani, il a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de groupe. Aussi ramené par des mecs justement comme Guédura, comme Ben Lamri et tout ça. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a également les meilleurs clubs du continent africain, comme l'Espérance, qui va faire son marché en Algérie. Et je peux penser à Benguit, un milieu de terrain, très sympathique. Paradou encore jeune, ensuite il est parti à l'USMA. Il est dépanné parfois arrière droit, mais ça monte un milieu de terrain. Quelqu'un qui a besoin de la balle, qui quelque part un peu un maestro, mais pas un 10. C'est un joueur un peu différent, qui n'hésite pas à mettre des tampons, parfois un peu trop, et aussi à faire du sale boulot, ce qui était peut-être... Soit c'est encore des joueurs un peu différents et polyvalents. Le Paradou a cette faculté-là à former des joueurs polyvalents. Et c'est vrai que l'Espérance a recruté beaucoup de joueurs algériens. On peut penser également au latéral gauche de la JS Kabylie. L'Étoile du Sahel essaye de faire pareil. Et vous avez aujourd'hui cette crédibilité que le championnat algérien a gagné. Et vu qu'en fait les salaires ne sont pas aussi hauts que ceux du Botola au Maroc, et ben ils sont aussi potentiellement attirés par la Tunisie et par d'autres championnats. Et j'espère que cet exemple-là va également servir pour la Libye, parce qu'en plus avec la règle du nouveau championnat tunisien, c'est-à-dire que tous les joueurs maghrébins comptent comme locaux, ça va quelque part décupler un peu leur nombre dans ces championnats-là, et également pour jouer des compétitions comme la Ligue des champions africaines et même
On va terminer par l'un des petits poussés du football mondial, Djibouti. Alors, endroit ultra stratégique au niveau géopolitique, vu les bases militaires de toute nationalité qui s'y trouve, c'est également un endroit d'une révolution footballistique. Et oui, on va pas avoir peur du mot, parce que vous avez des dirigeants qui ont fait un véritable projet, c'est-à-dire structure, la première chose, notamment pour les jeunes, avec également le football féminin à l'honneur, et ils ont pris un entraîneur français qui s'appelle Julien Metz, qui avait été au Congo-Brazzaville entraîneur de club, et qui a accepté de venir. Donc là, c'est du 7 sur 16, c'est du quasiment du 305 jours par an. Maintenant, ils ont même un DTN. Et donc, il a cru en ce projet-là. Et en même temps, quelque part, Djibouti a également cru en cet homme globalement inconnu, notamment en France. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quand même incroyable. Mais quand tu as des dirigeants qui trafiquent moins d'argent, qui en prennent moins pour eux, bizarrement, ça marche mieux, tu vois. Djibouti, c'est un peu l'exemple qu'avec une fédé moins corrompue, évidemment, il y a toujours quelques micmacs parfois, et bah, tu arrives à faire de grandes choses potentiellement. Rendez-vous compte, Djibouti n'avait jamais passé un tour de son histoire en Coupe du Monde. Premier tour qualificatif, ils ont remporté leur confrontation face au Swaziland, connu maintenant comme Eswatini, et donc ils vont disputer la phase de groupe, la première pour les qualifications mondiales. Et pour la qualification à la Coupe d'Afrique, ils ont joué face à la Gambie, une Gambie remplie de joueurs professionnels. Il faut imaginer que Djibouti, c'est des joueurs locaux, avec, pour le moment, un joueur évoluant en 3e division belge, et également maintenant, je crois, quelqu'un qui est dans les divisions inférieures françaises. Bref, il n'y avait que le joueur en plus qui était en Belgique, qui venait là. Djibouti, en plus, les gabarits, on est quand même assez frêles, en la Corne de l'Afrique, on n'est pas dans les Golgoth comme en Gambie, qui ont essayé de faire quoi? Long balle, on obtient des corners, on met des coups de tête. Parce que vous avez pas mal de joueurs à plus d'1m90, forcément c'est un avantage. Rendez-vous compte que Djibouti a tenu tête à la Gambie. Et la Gambie s'en sort en séance de pénalty au match retour. Il y a eu un 1 et un 1 avec une égalisation dans les dernières minutes de la Gambie des Harambee Stars à Djibouti. C'est absolument incroyable. Et derrière les requins, il y a un engouement populaire, mais qu'il n'y a jamais eu pour le football. Il y a du monde qui vient au stade. Il y a aujourd'hui, voilà, les médias qui s'y intéressent. Et pourquoi? Parce que c'est le travail d'un homme, Julien Metz, qui, je vous dis, et c'est pas parce que je le connais, c'est parce que je sais la difficulté qu'il y a derrière, de travailler tous les jours, de croire en son projet, parce que parfois il y a des soucis d'organisation, parfois c'est folklorique, sans beaucoup de moyens, sans rien, juste avec l'adhésion de ses joueurs, avec une idée commune. Et en fait, Julien Metz, c'est quelque part un mec qui a mis une philosophie footballistique. Et là, on va mettre le vrai terme, philosophie footballistique. Quand tu mets ça avec des structures, tu te rends compte que même le petit poussé de l'Afrique, aujourd'hui est capable de gagner des matchs et va dans une meilleure direction que la plupart des grosses fédés africaines, malheureusement gangrénées par des luttes de pouvoir et une corruption endémique. Alors bien sûr, Djibouti a ses problèmes, mais c'est aussi une éclaircie dans un monde footballistique qui malheureusement a tendance à virer au chaos. Alors j'aurais pu parler de quantité d'autres histoires, j'ai choisi celle-là parce que je voulais faire une vidéo plus optimiste. J'en ai marre aussi de toujours parler de trucs dépressifs. Donc voilà, espérons que tout ira pour le mieux. Et d'ailleurs, en théorie, une des prochaines vidéos, ce sera par contre l'inverse. Ce sera la liste des crimes footballistes relatifs au football en 2019. Et vous allez voir, vous allez vous dire, mais attends, mais il y a peut-être un petit problème là. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En attendant, je vous remercie tous pour votre soutien de plus en plus croissant. On a passé 36 000 abonnés. Merci à tous et je vous dis à très vite.